Et gay, c'est quoi la blague d'intro ? Oh, vas-y, il fait trop chaud, laisse tomber. Même le lancement est en vacances. Bouya. Le bouillon en décalé. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 76e épisode de Comics Outcast. Toutes les 2 semaines sur Radio Kawa, notre équipe de chroniqueurs vous propose d'explorer le vaste univers des comics au travers de discussions et de revues. Moi, c'est Eric pour animer tout ce fouillis et à mes côtés pour les réalisations, il y a Adrien. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Bah écoutez, très bien. Je vois que les filles n'ont pas appris à bouillir non plus, comme dirait Ketrus. Ouais, bah ouais, c'est bon, ça va venir. Elles bouillaront. On va créer un verre d'ailleurs, bouillaé. Bouillé ? Comment on pourrait... Je pense que c'est le premier groupe. Premier groupe, oui, parce que tous les mots nouveaux sont du premier groupe. Bouillé. D'ailleurs, si vous avez des idées, hein, comment classer ce verbe, vous nous dites. On va tout de suite saluer nos 3 chroniqueuses avec nous aujourd'hui. Il y a Nivrae. Salut. Comment ça va ? Mais ça va bien. Moi aussi, merci. Et non, je rigole. Non, parce que j'ai des œufs qui me demandent. Tu lis quoi en ce moment ? Pas des comics. Je lis un roman qui s'appelle Les Puits des Mémoires. C'est qui ? C'est Gabriel Katz. Ah, je ne connais pas. Et ben c'est très bien. Ouais. Ok. Et après je reprends les comics avec voilà. symétrie en premier. Comment dire ? C'est une bonne idée. Il y a un moment, il faut que je le lise. Il est là, je dois le lire. On va dire bonjour également à Alex. Salut. Salut, comment ça va ? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Je suis toujours sur Rachel Rising. Ah, c'est fameux, Ouais. j'adore. Ouais, C'est trop bien. j'adore aussi. Enfin, ça commence à descendre là. T'es arrivé à la fin. Je crois que c'est 42 numéros, c'est ça ? Ouais, bah, je dois être dans la trentaine et l'intrigue. Enfin, en fait, il n'y a plus trop d'intrigue. On vient de répondre à toutes les questions. T'inquiète pas, je pense que la fin devrait te satisfaire. What ? Et enfin, on a Eva. Salut, Cette hésitation était totalement scriptée. Comment ça va ? ça va bien ? Et toi ? Ah, moi je vais très bien, merci. J'ai un petit peu chaud, mais tout va bien. Tu lis des choses en ce moment ? Oui, mais pareil, je fais une pause comics en ce moment. Je suis en train de préparer la rentrée littéraire de septembre. Ah, Voilà. mais francophone, et ça inclut les BD aussi ? Non, en littérature. D'accord. Mais bon, il y a une nouvelle Astérix aussi, mais... Je sais pas, on a fait tellement en gros... Ça, je le laisse à Adrien. Ouais, ça... Ah non, c'est Tintin. C'est Tintin. Pardon, excusez-moi. Et Tintin Merci et Picaro uniquement. Merci de respecter. Ça y est, c'est le début de la période où c'est les vacances, mais en fait on bosse toujours. Hein. Eh bien, c'est notre cas à nous aussi. On n'arrête pas pendant l'été, mais comme chaque année, on va enregistrer ensemble quelques émissions, plutôt de détente, voilà, mais toujours avec des programmes toujours aussi sympathiques. Et c'est le cas ce soir. On va parler de The Old Guard, Cinderella Serial Princess Killer et America pour les revues. On va s'intéresser à Day Tripper, un comics des frères brésiliens Fabio Moon et Gabriel Ba. Et enfin, dans Hors les Bulles, on a regardé le film d'animation Teen Titans The Judas Contract. Comme d'habitude, Twitter, Facebook, vous avez l'habitude. Twitter, c'est pour nous lancer des petits messages, @ComicsOutcast sur le réseau, ou sur Facebook, le Bouya Comics Club, c'est un petit groupe dans lequel on parle de comics, on s'en échange, on parle de nos découvertes, les chroniqueurs participent, c'est trop bien, on s'amuse, c'est fun, et oui. Et on accepte tout le monde de manière très rapide. Oui. Voilà. C'est devenu un jeu entre nous, celui qui répond le plus rapidement. J'ai jamais accepté personne. C'est pas qui gagne, mais le but, Ça veut bien dire quoi, sûr, c'est de répondre le plus vite possible Ça à veut ceux dire qui que demandent à certains ont 3h du une vie, matin. en Voilà, fait. c'est ça. En gros, on voudrait un challenge un petit peu parce que Adrien, 3h du mat, c'est pas assez apparemment. Vous voulez Donc- dire que c'est triste? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Pas du tout. Si jamais vous avez des inscriptions, vous écoutez par exemple le podcast à 5h du matin et que vous voulez vous inscrire en même temps, faites-le. On va voir qui de l'équipe vous invitera en premier. Comics Podcast numéro 76. C'est parti. Et je découvre une tentative d'usurpation d'Alex qui a essayé de voler mon c'est parti. C'est pas cool, mais je rigole. Ça se fait hop. Grave. Je suis mais désolée. on commence avec les revues. Les chroniqueuses ont choisi toutes les 3 un comics qui pour le coup sont assez récents et on en discute ici ensemble. Vous pourrez vous faire votre avis par rapport à ce qu'on a dit, si vous avez envie de le lire, de le découvrir. C'est le but de cette partie. Le premier comics de cette semaine, c'est un comics qu'Eva va nous présenter, ça s'appelle The Old Guard et c'est sorti en février. Ouais, tout à fait. C'est un comics qui est paru chez Image en février. Un comics de Greg Rucka et de Leandro Fernandez.
Oui. Alors Greg Rucka, si vous avez bien suivi, vous savez qui c'est, puisqu'il y a 2 semaines, il en a été question ici. Donc c'est un auteur américain qui a notamment, qui travaille toujours d'ailleurs sur Lazarus, sur Wonder Woman, et Leandro Fernandez, qui est au dessin, lui a travaillé sur Deadpool et sur Punisher notamment. D'accord. Ils ont déjà travaillé tous les deux ensemble il y a quelques années sur une série qui s'appelle Queen and County, qui est une série d'espionnage sur les services secrets britanniques. D'accord. Une série qui compte 8 TPB, et donc il y a un de ces TPB qui a été fait par ce duo-là. Alors, The Old Guard, c'est l'histoire d'Andy, autrement appelé Andromaque, je crois. Oui, c'est ça, son nom antique, on va dire. Exactement. Qui est une guerrière immortelle qui commence un peu à être lassée de survivre à tout et à tout le monde. Et qui dirige une équipe d'immortels. A priori, elle est en charge de cette équipe puisqu'elle est la plus vieille. On en apprendra un petit peu plus par la suite. Et donc, le groupe dont elle a la charge est composé de 3 hommes, Nikki, Joe et Booker. C'est des noms très américains quand même. Tout à fait. C'est plutôt des pseudos, parce que ça c'est pareil, on apprend au cours de l'histoire que à la base ils portent d'autres prénoms, tous les 3. Ils ont l'air d'être un groupe de mercenaires qui travaillent parfois pour la CIA, parfois pour d'autres organisations. Et donc dans la première issue de la série, ils sont engagés par un ancien de la CIA pour une mission au Sud-Soudan. C'est un enlèvement de jeunes filles dont ils vont devoir s'occuper. Arrivés sur place, ils réalisent assez rapidement qu'en fait, il n'y a pas du tout de jeunes filles et que c'est un piège. Et en même temps, à côté de cette histoire, on suit une jeune militaire qui est en mauvaise posture en Afghanistan et on a l'impression qu'elle va succomber à ses blessures. On apprendra plus tard que ce n'est pas le cas. Alors ça, c'est le pitch de la première issue, mais c'est vraiment pas assez, selon moi, pour donner une idée de ce qu'est l'histoire, parce que ça démarre vraiment dans la deuxième. Enfin, on apprend vraiment beaucoup de choses dans la deuxième. C'est plus riche après, ouais. Voilà. Donc je vais quand même parler un petit peu de la deuxième, puisque pour l'instant, à ce moment-là, tout est encore assez mystérieux et on est encore seulement dans l'action, en fait. D'accord. Donc dans la deuxième, on commence à remonter le cours du temps. Et on apprend en fait qu'il y a eu d'autres guerriers et que l'immortalité a finalement quelques limites. Et que chaque guerrier peut vivre soit plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années, mais finit par mourir un jour. On apprend comment les 4 qu'on suit actuellement se sont rencontrés. Ouais. Donc on apprend que Booker, le plus jeune par exemple, a environ 200 ans. Le plus jeune, voilà. Que Nikki et Joe, eux, ont à peu près 1000 ans, qui se sont rencontrés pendant les croisades et qu'ils ont réalisé en fait qu'ils étaient immortels parce qu'ils se sont tués un nombre incalculable de fois et qu'ils n'ont pas réussi à se buter l'un et l'autre. D'accord, ok, ça va. Voilà, en s'entretenant. Et puis on apprend que Andy, donc, qui est la plus âgée, doit avoir autour des 4000, 5000 ans. Enfin, on ne sait pas exactement. On a de la route, quoi. Un petit peu. Ouais. Et elle n'a jamais rencontré quelqu'un de plus âgé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle a toujours gardé le pouvoir un peu sur le groupe. Elle a des espèces de visions, ça c'est important aussi, d'autres immortels, et notamment, donc, là on fait le lien, avec la jeune fille qui est en Afghanistan. D'accord. Elle la voit, et donc elle sait que c'est une immortelle. À ce moment-là, la question c'est que faire ? Est-ce que le groupe va la récupérer ou est-ce que ça va être trop dangereux puisque visiblement il y a un piège qui a été tendu par cet ancien de la CIA qui est à leur trousse et qui détient une preuve vidéo de leur immortalité. Qu'est-ce qu'il va en faire ? C'est toujours le problème justement des gens qui ont une identité secrète, c'est quel est le prix justement de cette information ? Exactement. 67 francs. Pourquoi des francs ? Très cher. Pourquoi ? Je sais pas, ça me manque un peu. Le mec nostalgique. Donc voilà un peu l'idée de base. Là, on en sait déjà un petit peu plus. Alors forcément, après, on va en apprendre beaucoup plus sur chaque personnage. Alors, Rucka continue en fait sur sa lancée de personnages féminins forts, comme on a vu dans d'autres séries, super badass. Voilà, des personnages indépendants, comme avec Wonder Woman, comme avec Lazarus. Un scénario qui se développe bien au fur et à mesure des différentes issues. Ouais.
et qui laisse énormément d'ouverture parce qu'en fait là le champ des possibles il est quasiment infini. On peut traverser 4000 ans d'histoire, voire même plus si jamais on rencontre d'autres guerriers par la suite. En fait, tu peux faire un comics de flashback, quoi. C'est ça, on peut voyager dans le monde entier, enfin tout est absolument possible. On comprend de toute façon qu'il y a eu d'autres guerriers dans le passé, donc ça pourrait être aussi l'occasion d'amener d'autres histoires. Il y a d'ores et déjà, a priori, 3 volumes qui sont annoncés par Oka, de 5 issues. Ok, c'est honnête. Voilà. Ça fait quoi, un an et demi? Alors après, il n'y a pas de date d'annoncer, il n'y a rien de pour l'instant. Voilà, c'est pareil. A priori, il s'occuperait du film aussi. Voilà. Okay, d'accord. Les droits ont été achetés, mais bon, c'est toujours pareil. Ça me rappelle un petit peu ce projet de Sfar et Trondheim qui avait commencé à bosser sur Donjon. Et théoriquement, si on commençait à calculer, il y aurait dû avoir 300 chapitres. Et puis en fait, très vite, c'est complètement parti en couille. Et finalement, ça s'est jamais vraiment fini. Enfin là, c'était carrément la folie des grandeurs, quoi. Ça partait du numéro, je sais plus, 100 moins 99. Et puis ça pouvait aller jusqu'à plus 100. Enfin voilà. Alors là, on a surtout parlé donc du côté aventure de l'histoire. Et en fait, ce qui est important de dire, c'est que il y a énormément de questionnements qui sont beaucoup plus existentiels dans le récit, sur la vie, sur ce qu'elle vaut sans ceux qu'on aime, puisque l'immortalité, forcément, va faire qu'on va voir mourir les gens qui nous sont proches. Ou pire encore, que ça va révéler chez des personnes qu'on aime des choses qu'on aurait préféré ignorer, que ça va peut-être les amener à nous détester. Enfin voilà, les personnages parlent beaucoup de ça, notamment Andy, qui a perdu beaucoup de monde forcément et qui s'est blindé par rapport à ça. Et elle explique, alors je sais plus si c'est dans la 3e ou la 4e issue, mais ça spoile pas l'histoire, donc c'est pas très très grave. Elle explique que même au-delà de la douleur de perdre des gens, il y a également la douleur de voir leur visage, leurs traits s'effacer au fur et à mesure des années. Et encore pire que ça, elle, au bout de 4000 ans, c'est carrément de les oublier en fait. Elle ne sait plus qu'ils ont existé, ou qui ils étaient. Et, je trouve que c'est assez fort ce moment où elle explique ça. Alors d'ailleurs, il y a un petit texte au tout début de l'issue, de chaque issue, et qui évolue au fur et à mesure, qui est comme un petit résumé, mais en fait comme une petite présentation de Ruka, et qui dit en fait de son comics, c'est un conte de fées fait de sang et de balles. C'est l'histoire d'une femme et de 3 hommes qui ne peuvent pas mourir la plupart du temps. C'est une histoire à propos du temps, des années, des époques, une histoire sur l'amitié, l'amour et les regrets. Et en fait, quand on lit ça au tout début du comics, on se dit putain, le mec il y va quand même, il a de l'ambition. Et en fait, je trouve que c'est vraiment ça. J'ai trouvé ça très très beau. Et au niveau du scénario et au niveau de ces questionnements. Après, au niveau des dessins, je vais pas forcément m'étendre. Peut-être que les filles auront plus de choses à dire. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est pas ce que j'ai privilégié dans l'histoire, même si c'est des dessins avec lesquels j'accroche beaucoup, mais peut-être que les filles, du coup, pourront nous en dire plus. Alors, du coup, Nivrae, est-ce que, toi, quel était ton avis en termes d'illustration ? En termes d'illustration, au départ, j'avais pas trop accroché parce que c'est assez simple, c'est pas hyper détaillé, c'est pas hyper développé. Et en fait, au fur et à mesure, je trouve que c'est hyper efficace. C'est-à-dire que dans les scènes d'action, ça marche bien. En fait, t'as l'impression que ça va vite, il y a vraiment une impression de rythme. Et côté couleur, en fait, il y a énormément d'images où il y a 2 couleurs, 3 couleurs. Et en fait, ça rend super bien, que ça soit sur les parties sur le passé ou sur le présent de l'histoire. J'ai vraiment accroché. Dur au départ, mais une fois lancé dans l'histoire, ça marche très, très bien. Un gros parti pris qui paye derrière. Vraiment. Et ton côté, Alex ? Tout comme Nivrae, en fait. Au début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec le dessin. Et je me suis dit, mince, je vais encore me faire détester parce que j'aime pas les dessins de Ruka, putain, ça va pas le faire. Mais en fait, au final, je sais pas si le dessin sert l'histoire ou l'histoire sert le dessin, mais l'un dans l'autre, ça fonctionne super bien avec du coup ces éléments graphiques, vraiment les actions, etc., comme le disait Nivrae. Moi j'ai beaucoup aimé à chaque fois parce que c'est une bande qui se bat beaucoup. La petite nouvelle aussi se bat énormément, et toutes ces scènes d'action, il y avait un rendu graphique qui est super intéressant.
Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une bonne juxtaposition d'un bon dessin qui va avec un scénario qui est bien riche. C'est pas juste un truc facile, on a juste jeté des immortels, on leur a donné une bonne profondeur. C'est ce que tu penses aussi, Nivray ? Ouais, et surtout on se tape des scènes qui sont vraiment dans l'émotion, où justement on parle de leur passé, on parle de ce que disait Eva sur la difficulté de ce côté entre l'oubli ou perdre ses proches parce qu'ils sont immortels, à peu près. Mais c'est aussi la première scène, le premier combat, en fait, le fameux piège où ils sont filmés et qu'on peut connaître leur identité. J'étais face aux images et j'ai fait un waouh. Enfin, c'est impressionnant parce que effectivement, vu qu'ils sont immortels, on peut presque leur déchirer entièrement le corps et ils sont encore là. Et du coup, le lecteur ne s'y attend pas en fait. Ouais, en fait, on s'y attend pas parce qu'en plus, ça arrive vachement vite. Ouais. Et le sujet de leur identité et cette scène d'une violence assez folle, enfin, on s'y attend pas et elle est spectaculaire, et les dessins, la couleur, ça rend vraiment. Il y a un personnage quand même qui continue à se battre avec un œil qui pend à moitié et la moitié de la tête arrachée. Donc c'est vrai que quand tu tournes la page et tu vois ça, t'es ok, très bien. Bon go. Tu sens à quel point c'est réaliste quoi. Enfin c'est réaliste, excusez-moi. Vivant. C'est surtout super impressionnant. D'accord. Est-ce que quelque chose à rajouter sur ce comics ? Un truc super intéressant, c'est cette petite nouvelle sur laquelle on ne s'est pas trop étendu, mais du coup elle est aussi nouvelle que le lecteur. Elle apprend ce que va être sa vie maintenant, et ce parti pris d'avoir dans une troupe déjà bien établie et plus ou moins âgée, une petite nouvelle qui va découvrir ce que va être sa vie maintenant et les pièges qu'il faut éviter. C'est ça, moi, surtout aussi, que j'ai apprécié avec ce titre. Comme un accompagnement des aînés avec les Benjamins. Ouais, déjà, ils l'apprennent sous leur aile, ce qui paraît assez logique et normal. Mais surtout, le lecteur est embarqué avec elle en même temps qu'elle, et ils apprennent pourquoi sans doute l'ideuse est aussi barricadée, pourquoi les autres la suivent. Enfin, en fait, ils apprennent tout plein de choses de l'expérience des grands. Et ça, on ne l'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu un nouveau personnage. Je pense que ça aurait été tourné différemment, et avec ce nouveau personnage, ça rend super bien. Parce que c'est vrai que quand le comics commence, on apprend au fur et à mesure les choses sur eux, mais c'est vrai que son arrivée permet de développer plus sur le background des personnages. Ça permet d'apprendre vraiment d'où ils viennent, et vraiment leur histoire, et surtout comment ils recrutent, puisqu'en fait ils n'ont pas vraiment le choix, mais comment est-ce qu'ils découvrent ces nouveaux immortels. D'ailleurs, il y a un lien. On n'en a pas parlé, mais en fait, il n'y a pas que la leaduse. J'ai oublié tous les prénoms, désolé. Mais il n'y a pas que la leaduse qui a ce pouvoir. J'ai l'impression qu'ils rêvent tous ensemble, en fait, qu'il y a un lien qui les unit. On ne sait pas très bien ce que c'est. C'est super mystique, mais ils vivent tous ensemble la découverte de la personne, du nouvel immortel. Ça fait un peu Sense8, ton. Ouais, c'est ça. Mais carrément, franchement, j'ai grave pensé à ça. Ils en rêvent jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Ouais. Tant qu'ils se sont pas rencontrés, ils en rêvent. Comme si c'est une destinée ou... Ouais, d'accord. Je vois. Ah, ça a l'air sympa, votre truc. Et du coup, l'aspect aussi encore super émotif. Oui. C'est émouvant, merci. C'est que justement, elle veut mourir. Il y a une volonté de mourir, en fait. Au bout d'un certain nombre d'années, il y a une lassitude, et on le sent très bien dans le bouquin, dans le comics. Elle veut mourir, elle se prend des balles à des moments. Ça me fait penser un petit peu à Skyborn, qu'on a chroniqué il n'y a pas très très longtemps, qui commence par cet agent secret immortel qui aimerait juste crever, et qui en fait court à l'aventure, puisqu'il apprend que visiblement il pourrait peut-être trouver un adversaire capable de le buter. C'est suicide par la police, quoi. Deuxième série de cette semaine. Il s'agit d'un comics qui s'appelle Cinderella Serial Killer Princess. C'est sorti en décembre 2016, et c'est toi, Nivray, qui va nous en parler. Donc oui, c'est sorti en décembre 2016, et la dernière issue est sortie au mois d'avril. Donc c'est vraiment... Ah oui, c'est super frais. Ouais, c'est super frais, c'est très rapide à lire. Donc ça vient de chez Zenoscope. Ouais. Donc c'est pas très connu, et ils ont une très grande spécialité, c'est de reprendre les personnages de contes, en particulier Grimm ou de mythes et légendes, et de les transformer en femmes, très souvent, si c'est pas des personnages féminins, de leur mettre des grosses poitrines et de les habiller très légèrement.
D'accord. Donc là, on va parler de Cinderella Serial Killer Princess. Donc Cinderella, c'est Cendrillon. Donc son petit nom, c'est Cindy. Et donc, Ça me rappelle une comédie musicale de 2002. Donc Cindy, en fait, on l'a déjà vue dans d'autres comics de la série. On l'a aperçue en fait dans les Grimm. Elle a déjà eu vraiment des histoires à elle. Alors attends, je te coupe tout de suite, je te pose une petite question. Le Grimm Universe là, parce que je sais que c'est quelque chose qui est dans les premières pages du livre, enfin du comics pardon, décidément, sont cités assez souvent. C'est véritablement chez Zenescope un truc qui a quelques années, dans lequel on retrouve justement tous ces personnages qui sont dans le droit commun. Le Grimm Universe a été créé par Joe Brucha, qui est en fait le créateur de Zenescope. D'accord. Et pour là, Cendrillon, il s'est allié donc du coup de Dave Franchini, avec qui il a déjà bossé sur Grim Tales. C'est vraiment la même équipe qui fait les mêmes comics, et c'est pareil côté dessin. Donc c'est Salvatore Griffoni je parle pas italien, qui s'occupe aussi des dessins. Et en fait, c'est toujours les mêmes équipes, et ils bossent uniquement sur cet univers de Grimm et toutes ces mythes et légendes. Et donc là, Cendrillon, on apprend qu'elle était devenue méchante. Elle faisait partie de la Dark Horde, mais en fait, suite à des aventures, elle est devenue gentille. Donc tu veux dire que t'as pas suivi Non, c'est l'introduction en fait, ce qu'il nous donne. C'est qu'elle est devenue gentille, et que lors d'un combat, elle se fait trahir par Robin, qui est en fait une jeune femme avec un arc. Donc c'est Robin des Bois version fille. Et elle se réveille alors qu'elle aurait dû être morte. Et c'est le baron Samedi, donc c'est un vaudou, qui la réveille et qui en gros lui dit c'est une connasse, elle t'a tué. Je vais te donner tout ce que tu peux pour te venger, et puis en même temps, tu vas me rendre service et tu vas revenir dans la Horde et redevenir une grosse méchante. D'accord. Cendrillon, elle est très heureuse, elle récupère son épée, et elle va aller, massacrer, défoncer tout l'univers Grimm. Mais genre vraiment tout, et pas que l'univers Grimm. Enfin, elle va passer de plein d'univers qu'on connaît. Ça va être ça va être Alice au Pays des Merveilles, et ça va être un massacre. Donc ce comic, c'est simplement un massacre de personnes par Cendrillon. Ok. Donc c'est pour ça que c'est très rapide. Case 1, elle entre, case 8, c'est bon, la personne est morte. C'est vraiment le summum du comics what the fuck, c'est que t'es là, tu fais... Ils avaient pas d'idée, ils se sont dit si on mettait Cendrillon avec une épée et qu'on lui faisait massacrer tout le monde, ça ferait un bon scénario. Et en fait, donc c'est 4 issues, mais si on s'arrête à 3, c'est tout ce qu'on voit. Genre, la fille avec son épée qui tue des gens de manière très inventive. Le scénario apparaît au 4e. Vraiment au 4e. C'est pas un truc pour Adrien, ça. Et encore, c'est pas un très grand scénario, mais c'est vraiment qu'à partir du 4e où t'apprends un petit peu de quelque chose un peu plus intéressant. D'accord. Et voilà, donc c'est vraiment ça, et c'est donc du dessin 100% digital, plein d'ombres de partout. C'est très punchy, c'est limite, enfin, un peu trop réaliste, je dirais, mais c'est aussi leur marque de fabrique. Ils ont l'habitude de faire des posters de... par exemple, ça pourrait être La Petite Sirène ou Cendrillon, légèrement dénudé, mais de manière très réaliste, en fait. Ils sont aussi connus pour ça, en plus de l'univers des comics. Et... Oui, c'est bon. Et donc, du coup, voilà, donc c'est 4 issues. Et au bout de ces 4 issues, on apprend quelque chose, mais vu qu'on s'arrête à 3, c'est que des combats. Donc Cendrillon qui tue des gens. C'est un petit résumé un peu court. De ce côté, Eva, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? J'arrive pas à transitionner là-dessus. Alors, je n'ai vu que la partie où elle tuait des gens. Parce que je dois avouer que je n'ai pas eu le courage d'aller au-delà de la 3e issue. Non, en fait, je me suis dit, surtout quand j'ai commencé à lire le comic, c'est que je connaissais pas du tout l'univers de la maison d'édition. Et que j'avais l'impression que ce que j'étais en train de lire, ça n'avait absolument aucun intérêt, mais parce que je connaissais pas du tout. Et en fait, je connaissais aucun des personnages. Alors à part dans la 3e, où là c'est des personnages qu'on connaît mieux parce que c'est des personnages d'Oz, il y a beaucoup de personnes d'Alice au Pays des Merveilles. Enfin, donc là on s'y retrouve vraiment. Mais ou alors c'est moi qui n'ai pas fait le lien du tout. Mais dans la 1re et dans la 2e, il y a plein de noms de personnages qu'elle vient buter comme ça dans des appartes. Et je savais pas qui c'était en fait. Alors en fait c'est vraiment des personnages tirés de leurs comics. Donc en fait, t'as les partenaires de combat de Robin que tu vois dans les comics individuels de Robin.
t'as les partenaires, enfin toutes les sorcières que tu vois dans les comics qu'ils ont fait sur les sorcières. Qu'en fait, ils tuent leur univers à eux. Du coup, effectivement, je me suis demandé si c'était parce que je connaissais pas, que ça m'intéressait pas, ou parce que, enfin, ou alors c'était vraiment fait comme ça juste pour aller buter des gens et puis on s'en fout. Enfin voilà. Et je me suis demandé à quel point ça prenait de l'intérêt si on connaissait l'univers. Donc ça, c'est ma première question. T'as lu le reste ou non, j'ai pas lu le reste. Non. Je me suis dit que je laisserais Nivray répondre à cette question-là, quand même. Je suis pas maso. Sur le dessin, effectivement, c'est hyper réaliste. Par contre, moi, j'étais déçue. J'ai presque trouvé ça pas assez gore, finalement. Ah ouais? Ouais. Ça t'a pas suffi? Ouais, je sais pas. J'attendais un peu. Je me suis dit, en fait, c'est comme ça fait vraiment série B. J'attendais qu'ils aillent vraiment hyper loin dans le truc. Je crois qu'il y a un moment qui m'a fait marrer, c'est quand elle fait parler une des nanas qu'elle tue sur une pique en mode ventriloque. Voilà. Ça m'a fait rire. Mais sinon, j'ai trouvé que ça allait presque pas assez loin. Voilà. Bon, après, je j'ai pas adhéré spécialement au dessin, même si j'ai mis une petite mention pour le bunnycorn. Oui, c'est quand même trop fort. C'est vrai que la série essaie, enfin en tout cas les scripts ont essayé de rentrer, mais un nombre incommensurable de blagues. Il y en a quand même pas mal qui tombent à plat, mais il y en a certaines qui, ça va, c'est marrant. Et du coup, le bunnycorn m'a bien plu, parce qu'en plus, il y en a ras-le-bol des licornes, donc c'était assez sympa. Et voilà, et juste pour dire du coup que, effectivement, si on connaît pas l'univers, on peut, je pense, vraiment passer à côté. Et que l'intérêt à ce moment-là, c'est peut-être de voir une fille un peu nue se battre, mais qu'il y a d'autres séries qui sont... peut-être encore mieux pour ça. Voilà. Et de ton côté, Alex? J'ai eu le même moment de doute qu'Eva sur l'univers, parce que c'est vrai que les 2 premiers issues, en effet, je reconnaissais personne. Je me suis juste dit, en plus, et les références, je ne les avais pas. Donc j'ai juste remis en question ma culture générale, parce que voilà. Enfin, le seul moment où j'étais vraiment contente, c'est un moment, elle rentre dans un bar qui s'appelle Le Silence des Agneaux. Donc là, c'est bon, je l'avais, celle-là. J'étais super contente. Mais voilà, et du coup, Cendrillon, ça a toujours été celle que j'ai détestée dans les princesses Disney. Donc j'étais bien contente de l'avoir un peu conne et faire beaucoup de merde dans un univers, ça m'a beaucoup... Ça t'a libéré. Ouais, ça m'a libéré, c'est ça. Après, je connaissais, moi, cet univers et je voulais le commencer. Je t'avoue que ce comics m'a un peu distancé par rapport à cette décision, tu vois. J'ai un peu moins envie de le faire. Est-ce qu'on peut considérer que ça, ce serait la fin de ce Grim Universe? Parce que bon, s'ils veulent tout rassembler pour tout détruire et donc relancer quelque chose de plus propre derrière, enfin plus propre, j'en sais rien. Non, parce qu'il faut avoir lu l'issue 4. Ah d'accord. Bon. En tout cas, pour moi, c'était... Gros haro sur ton... Non, ne lis pas. Continue, Alex. Pour moi, c'était un gros mix entre I Hate Fairyland, où elle part dézinguer tout l'univers, et Deadpool qui part en croisade pour faire de la merde comme il sait si bien le faire. Donc c'était plutôt fun au début, je t'avouerai. Sur la fin, enfin sur les 2 derniers, c'était un peu plus long et un peu plus chiant, on va dire. Pour moi en tout cas. J'ai mention spéciale en effet pour le bunnycorn, mais surtout pour la horde de champignons et de carottes qui est derrière, c'est juste excellent comme scène. Donc voilà, je pensais l'univers de Grim Fairy, je sais pas comment exactement s'appelle cet univers, mais voilà. Grim Universe, il me semble qu'il l'appelle. Quelque chose. Je le pensais bien barré, pas autant. Ah oui, en plus elle parle énormément, c'est pour ça qu'elle me faisait penser à Deadpool. Elle commente tout ce qu'elle fait. Et quand elle le fait pas avec des bulles, en fait elle a des encarts aussi qui te disent les trucs, et elle a l'audace après ses monologues de dire à ses ennemis de la fermer parce qu'on veut pas les entendre. J'ai trouvé ça ouf. Elle a un petit côté Deadpool, effectivement. Alors que moi j'étais en mode mais ferme-la, franchement j'en peux plus de lire ce que tu me racontes et tout, mais donc voilà. Donc c'était un petit gros non pour moi, mais voilà, c'était bien drôle. Eh bien, c'est un comics. Alors, Nivray, c'est disponible en français ou pas? Non, ils sont pas disponibles en français pour l'instant. Tu sais s'il y a d'autres titres de cet éditeur qui sont dispo? En français, je sais pas.
Eh bien, moi non plus. Mais par contre, en anglais, tout se trouve. Ouais, voilà, bah, c'est ça, c'est toujours pareil, l'hégémonie de cette langue, mais le français. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir les dessins. Ils ont toute une boutique en ligne avec tous leurs personnages déclinés sur du t-shirt, du coussin, sur tout ce que tu veux. Ils sont bons. Juste pour poser la tête ou ceux qui ressemblent à des humains? Non. Ok, ça c'est que au Japon. Ils sont très très bons là-dessus. En fait. T'as confondu avec cousin Ike. Un cousin qui ressemble à une personne. Okay. Je sais pas ce que t'insinues, mais c'est horrible. Ah mon Dieu. Pourquoi fallait pas? On va passer à la suite. On continue, allez. Troisième comics de cette semaine, America. Ou America, je sais pas comment dire, mais America, ou plutôt avec l'accent espagnol. America. Latino. Un comics de chez Marvel, sorti en mars. Exactement. Et c'est toi, Alex, qui va nous le présenter. Donc, j'ai regardé ma fiche pour dire ton prénom. Continue. Donc je le prends très mal. Oui, normal, c'est ça. mais tout va bien. Ça, c'est une insulte. Très bien. C'est parce que j'étais pris c'est parti de tout à l'heure, ta phrase. Ça, exactement. Ok, excuse-moi. Donc America, un comics de chez Marvel, qui sera sans doute édité chez Panini quand ça arrivera en France. Alors, au scénario, on a Gabi Rivera. Qui a sorti. Enfin, j'ai trouvé que comme référence Juliette Tex Braith, et je ne connais pas absolument pas. Un dessinateur, c'est Joe Quinones. Donc lui, on le connaît un peu plus pour Howard the Duck et Square Enix Girl. Mm-hmm. Et autour, on a toute une petite équipe que j'ai vérifiée parce que ça m'a intriguée. Et donc, c'est une équipe. Ils ont réuni une équipe de latinos pour parler d'America, qui est donc un personnage latino. Donc, j'ai trouvé ça marrant à souligner. D'accord. Voilà. Donc, c'est un truc qui pourrait que se passer aux États-Unis. Hein. Tu fais ça en France En fait, ça va vraiment dans la veine de on fait un film sur un black, on ramène tous les blacks. On fait un film avec une fille, bref. Donc voilà. Donc qui est America Chavez? C'est une fille qui est née et a été élevée dans un endroit hors du temps appelé Utopian Parallèle. D'après ce que j'ai compris, ses mères se sont sacrifiées pour sauver l'univers. Et donc, apparemment, ce sacrifice a donné à America des rêves de gloire, enfin, en tout cas, ça lui a donné envie de s'illustrer elle-même comme héroïne. Et elle part donc à travers l'univers dans ce but. Elle tirerait ses pouvoirs de quelque chose appelé le démiurge, qui lui donnerait comme pouvoir, ça lui donne une super force, une super vitesse, une super résistance et une capacité à créer des portails en étoiles, qui ont une forme d'étoile, qui lui permet de passer d'un univers à un autre ou alors de se déplacer juste rapidement. Voilà, dans un même univers. Donc ce qui est très utile. Quand elle veut cuire, etc. Je sais pas, pour faire tout. À titre personnel, je l'utilise tout le temps et c'est vrai que c'est très pratique. Mais qui n'aurait jamais rêvé de faire ça, quoi. T'es fatigué, bim. Juste en forme d'étoile, c'est un peu chiant. Surtout en forme d'étoile. En forme d'étoile, c'est cool, mais bon, elle a l'air de kiffer les étoiles, donc tout va bien. Enfin bref, donc ce personnage, je l'avais rencontré dans Young Avengers, parce que j'ai un petit fait pour les teen story, en fait. Ouais. Donc Young Avengers, j'y étais allée. Je vois pas de quoi tu parles. Donc dans Young Avengers de Kieran Gillen et Jamie McKelvey. Donc, oui, bien ici. Exactement, The Wicked and the Divine, entre autres. Donc j'avais adoré, j'avais kiffé ce personnage que je trouvais très très badass au milieu de son équipe. Donc quand il a fallu choisir un personnage, je me suis dit pourquoi pas Miss America. Donc, oui, pardon, excuse-moi, je coupe 2 secondes. Miss America, c'est aussi son autre pseudo parce qu'elle s'appelle America, ça c'est le nom du comics. Mais Miss America, on va dire, c'est son nom de code. C'est son nom de super-héros. En même temps, elle n'a pas de masque, donc tout le monde sait qui c'est. Exactement. Elle n'a pas l'air de trop se cacher. Non. Donc voilà. Donc la story, c'est quoi? America, c'est donc une jeune adolescente qui est très occupée à sauver le monde et à vivre sa belle histoire d'amour avec sa copine. Et après une rupture douloureuse, mais vraiment très rapide, en une semaine, une page s'est pliée, Chavez décide de tout envoyer péter et donc d'aller dans une école avec des personnes dotées de talents exceptionnels. Ça fait un peu Charles Xavier School for C'est ça. Gifted. Franchement, je pense que c'est clairement inspiré. D'ailleurs, je crois qu'il y a un X-Men qui se balade. Oui, mais un X-Men qui n'a plus de pouvoir. D'accord. Donc bon. Pourquoi pas. Elle a donc tout ce qui va avec l'école, les cours, les profs, les camarades, mais surtout des devoirs. Et là, donc, on a tout. Enfin, on la suit dans ses péripéties parce que ses devoirs, c'est pas des devoirs comme les autres, donc ça l'amène à faire des sauts dans le temps, bien entendu.
Et assister. T'es jamais dans une école de mutants, toi? Ah bah non, apparemment, excuse-moi. Et assister à des conférences, dont une conférence avec la personne la plus intelligente du monde. Et j'ai eu le plaisir comme ça de rencontrer mademoiselle, je me rappelle plus son nom. Lunella Lafayette. C'est ça. Ouais, dont vous avez parlé dans la 74 et qui m'avait bien hypée. Et donc très contente de la retrouver ici. Avec son pseudo, c'est Moon Girl. Moon Girl, oui, ça je l'avais. Mais Lunella Lafayette, c'est quand même super mignon. J'adore le prononcer. Donc... C'est celle qui a un gros dinosaure. C'est ça. Avec son petit dino. Ouais, il est immense en effet. Donc voilà, donc tout au long de ces 3 issues, on la voit dans son rôle d'étudiante. À partir des issues 2 et 3, j'ai vraiment cru qu'on allait aller vers une sorte d'analyse de la dérive du fanatisme en mode Stan de Eminem. Je sais pas si tout le monde a la référence, mais voilà. Si. Avec, c'était ça, non? Je rajouterai un petit beat derrière au montage. Très bien, très bien. Oh, stop. Donc avec des réactions de fans disproportionnées, tout ça, et à la fin de l'issue, je n'en étais plus si sûre. Donc j'avoue que en fait, les 3 premiers issues jusqu'à à peu près la fin, la moitié du 3e ne m'ont pas du tout intéressée. Donc sa vie scolaire, etc., c'était un peu compliqué. Mais tout ce qui a été... la fin du 3e m'a intriguée. Et rien que pour ça, j'aimerais bien voir ce qui se passe après. Après, je me demande ce qu'en ont pensé mes 2 camarades. Et ouais, j'ai oublié de préciser que je ne suis pas je suis une lectrice de Marvel, mais je ne suis pas très assidue. Donc je sais qu'Eva, elle, a plus de background avec le personnage et avec Marvel en non. On a fait ça un plateau. On te sert la suite. Oui, alors malheureusement j'ai été assez déçue par la nouvelle série sur America. En fait, j'avais déjà commencé à la lire avant qu'on prévoie de la faire pour l'émission. D'accord. J'avais lu les 2 premières issues quand elles étaient sorties, pardon. Et j'avais arrêté au bout de 2 en fait, parce que effectivement j'avais été déçue par le personnage que je connaissais moi plus de A-Force. Ah, le truc 2015, dans Secret Wars, toutes les héroïnes bien badass, Avengers, réunies, effectivement, et puis aussi un petit peu dans Ultimate. Ouais. Et j'avais bien aimé le personnage dans ces séries-là, surtout dans A-Force. Et du coup, j'étais impatiente de pouvoir lire cette série. Et d'autant plus que j'ai une passion inavouable que je vais donc avouer ce soir pour les étoiles. Allez, c'est parti. Voilà. C'est ça. Ok. Tu veux dire genre les étoiles dans le ciel ou la forme de l'étoile? Tout. L'étoile en général, l'étoile en particulier. Voilà. Que cette passion. Donc, par exemple, la touche étoile sur ton téléphone, genre ça te rend ouf, quoi. Par exemple. Wow. Oh mon Dieu. Et donc j'ai commencé à lire cette série. Le drapeau européen, tu vas kiffer. On va laisser finir. Et non, en fait, bon alors je vous dis quand même pourquoi j'ai été déçue, c'est que je supporte pas le personnage en fait dans la série. D'accord. Je la trouve prétentieuse. Je trouve que elle agit sans réfléchir. Elle fonce tête baissée. Elle respire vraiment pas l'intelligence. Et alors. Elle a donc son copain X-Men Prodigy qui lui forcément est le cerveau, elle c'est les jambes vraiment. Ouais, et ça met du temps vraiment à monter à chaque fois quoi. Elle met du temps à comprendre, tout le monde a compris autour d'elle mais pas elle. Enfin c'est un peu douloureux quand même. Et du coup, je me suis dit, c'est dur quoi, de lancer un nouveau personnage comme ça. Enfin, c'est un peu violent. Et effectivement, alors, les 2 premières issues, en plus, c'est un peu des histoires de filles vexées qui montent une espèce de manigance avec l'ex-petite amie. Enfin, on se dit, mais où est-ce qu'on est rendu? Ça vire au rose-violet et paf, c'est parti. Enfin, Attends, il y a des étoiles, hein? Il y a pas mal de blagues qui tombent aussi un peu à plat sur Buffy, sur les années 80. Il y a les Star Wars aussi. Hein. En fait, on a l'impression qu'à la différence, si je peux faire un tout petit parallèle avec la série précédente, Cendrillon, dans Cendrillon, je pense qu'ils assument beaucoup plus leur côté on n'en a rien à faire. Ouais. On balance nos blagues et nos références parce qu'on sait que celle-ci elle peut tomber à plat et celle-ci elle peut être rigolote, on sait que c'est pas grave. Mais Marvel, je pense qu'ils font attention aux gens qu'ils engagent pour écrire. Mais là, c'est vrai qu'on a une distribution de blagues c'est un peu trop
Vous avez Twitter, bah regardez, on met des réseaux sociaux dans le. Vous regardez Star Wars comme tout le monde, bah regardez, on en parle. En plus, on les possède, donc c'est encore plus drôle. C'est un peu forcé, j'ai l'impression. C'est très 2.0, c'est très. On veut s'adapter à une certaine clientèle, en fait. Enfin, vraiment. Du coup, ça exclut plein de gens. Ça exclut les mecs aussi, hein, clairement, parce que si on inversait le test de Bechdel, ça passerait pas. Ça ne passerait c'est vrai pas qu'il y a déjà il y a peu d'hommes dans le truc. Il y a Prodigy. Il y a Prodigy, c'est tout. Hein. Et il est complètement amorphe, donc il est non menaçant. Voilà. Il y a des espèces de mentors qu'on essaye de faire venir comme ça. On voit Peggy Carter, on voit Ororo à un moment qui essaye de lui donner un petit peu de leur intelligence, on a l'impression. Genre, mais ça passe pas très très bien. Enfin, moi, j'ai été déçue parce que c'était pas l'image que j'avais d'elle dans ce que j'avais lu auparavant, en fait. D'accord. Toi, Nivray, si j'ai bien compris de ce qu'on a dit avant l'émission, tu n'as pas une grande expérience de cette mouture Marvel qui a commencé l'année dernière. Non, moi je suis une très mauvaise élève, je suis pas très bien les actus, encore moins la partie teen. Après, j'avais lu Moon Girl, donc j'ai un peu au courant de ce qui se passe quand même, mais pas trop. Donc du coup, j'ai vraiment découvert America. Et en fait, au début, je me suis dit, mince, j'accroche pas, je comprends pas, ça se trouve, je vais être la seule à pas aimer. Je suis un peu rassurée. Donc j'ai pas accroché du tout au personnage. J'ai pas aimé le personnage. Effectivement, je la trouve un peu idiote. J'ai pas aimé la manière. Enfin, ses pouvoirs, je trouve ça trop facile pour elle. Enfin, elle a énormément de chances. Elle peut faire plein de choses. Ces fameux portails en étoile, là, ça me faisait penser à J'aime et les hologrammes. Je sais pas pourquoi. J'avais ça en tête à chaque fois que je voyais l'étoile. Et ouais, non, j'ai vraiment pas accroché. Je trouve que ça va vite. À un moment, elle se met à traverser le temps. On a une vague d'explications, mais enfin, c'est trop facile, beaucoup trop facile. Et dès le début, on se tape une espèce d'histoire très chelou où elle se retrouve face au pire dictateur du monde. Et t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? T'as Peggy Carter qui débarque, tu fais, mais je comprends pas. Oui, 2 pages avant, elle est en train de rompre avec sa copine. C'est ça, elle rompt avec sa copine. Après, elle se retrouve en pleine guerre mondiale. Il y a Peggy Carter qui débarque. Enfin, tu sais pas trop. Je trouvais ça vraiment un peu trop le bordel. Et en plus de ça, j'ai pas trop accroché à la partie de dessin. Ouais. Où j'ai bloqué sur un truc, mais c'est sa bouche. En fait, alors je trouve sa bouche très étrange sur plein de dessins. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être que j'ai fait une fixette là-dessus. Et du coup, j'ai pas forcément trop accroché au dessin. Et je pense que ça m'a pas aidé après à poursuivre en fait l'histoire. Mais par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit Lunella. Donc ça fait plaisir. Après Moon Girl, j'étais là, genre, oh, je la connais. Parce qu'effectivement, comme je suis pas très à jour, j'étais très contente. Imagine ceux qui lisent tout Marvel. Exactement. Ils doivent être contents tout le temps. J'étais contente, tu vois, je la connais. En plus, tu vois, il la représente. Je sais, elle a un dragon et tout. Un dragon. Un super dino. J'étais vraiment contente là-dessus. Mais ouais, après, ça m'a pas transcendé. Après, je pense qu'Alex va peut-être en dire un peu plus, mais du coup, c'est un des personnages de la diversité Marvel. Ouais. Donc, on a un personnage latino gay. Donc, du coup, c'est la première. C'est la première fois qu'on a ça. Voilà. Dans quelque chose d'une assez grande envergure, on va dire. Voilà, une assez grande envergure. Mais je pense qu'Alex va peut-être en reparler un peu plus. Ouais. Mais du coup, oui, parce que du coup, America était déjà dans des équipes, donc on en a parlé de A-Force, des Ultimates et des Young Avengers. Et en fait, ça a fonctionné super bien. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais pour moi, en leaduse, elle fonctionnait super bien. Donc, si c'est une bonne leaduse, c'est qu'elle a un minimum de réflexion, c'est qu'il y a autre chose que je suis vexée, je pars à l'autre bout du monde, etc. Donc, je pense vraiment que à sortir de ça, pour en faire un personnage solo, c'est un argument marketing pour la mettre en avant en tant que premier personnage donc queer latino. Et c'est marqué, c'est estampillé vraiment partout. Et du coup, j'avais une question à poser. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, c'est vraiment un vrai argument de vente ? Est-ce que ça sert l'histoire ? Parce que là, clairement, on va nulle part. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on aille où que ce soit avec cette histoire. Je pense que elle peut même être très très vite annulée tellement j'ai vu des commentaires négatifs par rapport à cette histoire. Donc, autour de la table, je voulais savoir si, pour vous, avoir des personnages emblématiques comme ça, c'est plus important qu'avoir une histoire qui tient la route. Et est-ce que ça peut servir ? Parce que là, on est quand même dans une dynamique où... Oui, Eva ? Moi, clairement, pas si c'est fait de cette manière-là, pas si c'est au détriment du personnage. Je trouve que là, c'est vraiment gâché le personnage et l'histoire est pas. Enfin, si en plus il y avait une histoire un peu sympa derrière, une histoire un peu intéressante, pourquoi pas, mais c'est pas vraiment le cas. Ce que je voudrais juste mettre un point. Donc le personnage existe depuis 2011 ou 12, si je me trompe pas, et un an après, elle faisait partie des Young Avengers. Donc ça fait un peu plus de 5-6 ans qu'on le connaît, ce perso. On sait qui c'est.
je donne mon avis, mais voilà, j'ai vu de loin. C'est quand même bizarre qu'on passe près de la moitié d'une issue pour expliquer qu'il y a un personnage qui est déjà là. Alors je ne parle pas des gens qui, c'est un numéro 1, hein, donc il faut quand même introduire la chose. Mais là, je pense que beaucoup de personnages ont la chance de pouvoir être développés sur le temps, justement pour développer des aspects. Donc la sexualité, c'est important. Les origines, la race, surtout aux États-Unis, c'est très important. Là, en 3 pages, on dit elle est gay, elle est Latino. Elle est latina et elle arrête pas. Enfin, justement, elle sait qui elle est, donc elle parle. Enfin, il y a une façon de parler qui est très brown. Enfin. D'ailleurs, comment elle peut être latina alors qu'elle est pas. Enfin, ça, je me la suis posé cette question. Elle est peut-être con. Oui, quand tu vois ses mamans. Enfin... Ouais, mais elles sont même pas humaines, si. Mais ils sont pas humains, c'est ça le délire en fait. Ils sont pas humains, donc le côté c'est pareil. latino. Pourquoi c'est pas l'américain? Elle est même pas née sur le territoire. Enfin bref. Non mais à la base, pour revenir sur les Young Avengers, c'était ces espèces d'ersatz qui remplacent les Avengers. Donc on avait Hulkling pour Hulk et ainsi de suite. Et donc America, c'était pour Captain America. Donc c'est vrai que pour le pastiche, ça marche très très bien. Mais c'est vrai que quand il faut développer derrière, ça marchait bien dans Ultimate et dans Young Avengers. Mais après en solo, est-ce que je verrais bien Captain America faire des petits portails en forme d'étoile. Oh mon Dieu. Et embrasser des hommes. Non, et rompre avec des hommes. Et se balader et partir dans une dimension 3 secondes plus tard sans raison. Oh, c'est horrible. En tout cas, moi, je suis allée du coup plus loin. J'ai lu jusqu'à la 4 et sans vous dire ce qui s'y passe, j'ai pas été convaincue non plus par la suite. Voilà. D'accord. Ah bon, de toute façon. Et toi, Hélène? C'est pas grave. J'étais jusqu'à la 4 aussi. Et ouais, j'ai pas été satisfaite non plus. Enfin, ça a confirmé en fait ce que les 3 premières issues montraient. Ah, effectivement. Pardon, Eva? Ouais, par contre, il y a juste un petit truc. Je sais pas où ça en est actuellement parce que j'ai pas trouvé les infos, mais dans les tiroirs de chez Image, en fait, il y a une autre série qui avait été annoncée sur America, justement, mais America Vasquez, par en fait les créateurs du personnage d'America originel. Et du coup, qui s'appellerait All America, je crois, All America Comics, quelque chose comme ça. Et il y a une couve qui est visible sur Internet, qui est super belle, où on voit le personnage d'America Vasquez et qui serait sensiblement la même héroïne, mais la même origine, voilà. mais donc, avec un twist. Je sais pas si du coup, comme ça a été lancé par Marvel, si Image le fera ou pas. Je sais pas trop. C'est dommage que Daniel soit pas avec nous parce que les histoires de droits des personnages, tout ça, justement chez Image, leur marque de fabrique, c'est de pouvoir apporter n'importe quel personnage et en réclamer les droits en fait. Marvel, c'est totalement différent, c'est l'inverse. Le personnage appartient à la maison et pas à son auteur ni à son créateur. Mais je pense qu'aujourd'hui les contrats justement des nouveaux auteurs sont un petit peu différents, mais c'est quand même plus difficile de jouir des droits des personnages qu'on a créés. C'est un comics qui fait partie de cette nouvelle mouture All New, All Different Marvel qui va bientôt arriver à terme en novembre ou en octobre si je me trompe pas, avec Legacy, qui va refondre encore tout ça, qui va faire revenir les morts, comme d'hab quoi, on a l'habitude tous les 2 ans avec eux. Et c'est vrai que ça fait partie des comics qui font beaucoup parler d'eux sur internet, tu le disais Alex, à cause de leur portée un petit peu trop social justice, où justement tous les personnages sont l'opposé de ce qu'on avait avant. Donc il y a plus d'hommes, il y a plus d'hétéros, il y a plus de blancs, il y a plus de... Et en fait on distribue un peu toutes les minorités dans tous les personnages, et des fois ça marche bien, et d'autres fois est-ce que je pense, sans vouloir après de toute façon ce personnage il révolutionne pas grand chose dans l'univers Marvel quoi. C'est pas Thor, clairement elle sert pas, là ce qui lui arrive on s'en fout un peu quoi. Ça a aucun impact sur l'univers Marvel. Donc même si son univers ils font une refonte et une repasse sur son personnage, je pense pas que ça ait une incidence majeure. Ok. C'est ça. Merci pour cette revue. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page de l'épisode sur le site radiokao.com, émission Comics Podcast, excusez-moi. Et vous pouvez laisser des commentaires tout en bas de l'épisode ou en discuter avec nous sur Facebook dans le Bouya Comics Club. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'émission. Ça te plaît? Qu'est-ce qu'elle est bonne? C'est complètement addictif. Je vais jamais pouvoir m'en passer. Dis-moi chérie, t'es bien vierge? Vous en avez marre de vous poser des questions stupides sur la sexualité? Papa, comment on fait les bébés, Vous n'osez pas demander à votre maman? Minuit
Minuit 69 casse les tabous, les idées reçues et les complexes. Une fois par mois, entre adultes consentants. Minuit 69 ne parle pas de cul. Minuit 69 vous parle de sexe. Minuit 69. C'est complètement addictif. De retour devant mon micro après m'être éventé parce que j'ai chaud de ouf dans ces 76e épisodes de Comics Outcast, toujours avec les chroniqueuses Eva, Alex et Nivrae. Nous allons passer à ce qu'on appelle le focus. Nous choisissons un titre. En général, c'est un titre, un auteur, un artiste, un illustrateur, tout ça, qui a particulièrement plu à l'un des chroniqueurs ou l'une des chroniqueuses. Et aujourd'hui, il s'agit d'un comics par des auteurs brésiliens qui s'appelle Day Tripper, et c'est toi, Eva, qui va nous en parler. Et je vais commencer par vous parler justement de Gabriel Ba et Fabio Moon, qui sont les créateurs de ce comics, qui ont une quarantaine d'années aujourd'hui, qui sont frères jumeaux, brésiliens nés à Sao Paulo, et qui sont dans les comics depuis une vingtaine d'années maintenant. Ils lisent des comics tous les deux depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont étudié les arts à l'université et ont débuté dans des fanzines. D'accord. Et quand ils ont voulu se lancer vraiment dans le comics, on est donc à la fin des années 90 au Brésil, et c'est la crise. Et les éditeurs brésiliens ne veulent pas prendre de risques et publient uniquement des comics américains, de super-héros ou des mangas japonais. D'accord, oui, ils font la production indépendante, voilà, est pas du tout mise en avant. Et c'est ce que veulent faire les frères Ba et Moon. À ce moment-là, ils décident en fait d'aller voir ailleurs, en gros, et d'aller présenter leurs travaux aux États-Unis. Donc ils auto-éditent un premier comics, et puis ils vont à la San Diego Comic-Con. Ah, voilà. La grand-messe des gens comme nous. Et puis à partir de ce moment-là, ils y vont tous les ans. Voilà, ils vont présenter leurs travaux, leur portfolio, et comme ça, ils arrivent à se faire connaître un peu plus du grand public et à faire paraître des comics. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent au Brésil, puisque les éditeurs laissent un peu plus de chance aux auteurs brésiliens. Donc il y a un peu plus de comics brésiliens qui sont publiés là-bas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était uniquement de l'auto-édition. Donc les frères Gabriel Ba et Fabio Moon sont des femmes, alors vous allez voir, de grands noms, puisque ils ont été très inspirés par les travaux de Mike Mignola, de Frank Miller, de Neil Gaiman, de Will Eisner. Oui, ça va, qui d'ailleurs leur rendra bien, puisque ils ont gagné un certain nombre de prix Eisner. Voilà. Ouais. Alors chacun a sa propre carrière, mais ils travaillent régulièrement ensemble. En fait, ils essayent d'alterner un comic chacun de leur côté, puis ensuite une collaboration. Ils ont travaillé tous les deux sur un comics qui s'appelle Casanova avec Matt Fraction, en alternance. Donc ils ont fait un TPB chacun leur tour avec Matt Fraction. C'est ouf ça. Voilà, c'est assez marrant. Après, donc, on a Gabriel qui a travaillé sur The Umbrella Academy, qui était paru chez Dark Horse et puis chez Delcourt en français, qui était une histoire d'enfants dotés de super pouvoirs qui étaient réunis par un espèce d'inventeur richissime pour sauver le monde, qui est une série qui est très très sympa à découvrir, qui a eu l'Eisner de la mini-série en 2008. Ils ont travaillé tous les deux sur BRPD 1947. Oui. Ils ont travaillé également sur un comic qui s'appelle L'Aliéniste, qui est une adaptation d'un roman brésilien de Joaquim Maria Machado de Assis sur... tu parles bien portugais en fait. Pas mal, hein. Mieux qu'anglais, hein. Qui est l'histoire en fait assez géniale aussi d'un type qui est aliéniste qui décide d'ouvrir un asile je crois que ça se passe au Brésil, et qui va commencer à enfermer les gens un peu déviants, et puis au fur et à mesure c'est lui qui va dévier et qui va commencer à enfermer des gens qui vont très bien. Voilà, un truc un peu barré comme ça, qu'ils ont fait un très beau boulot dessus. Souvent, ils travaillent et sur le scénario et sur le dessin. Tous les deux sont tout à fait capables de... C'est une unité, quoi. Ouais. Plus récemment, il y a eu un comics qui s'appelait Deux frères, qui était une histoire de frères jumeaux. Très largement inspiré de leur vie, bien sûr, même si c'était
C'était complètement fictif, ouais. Également, Détails d'une vie brésilienne, et ça c'est important parce que c'est quelque chose qui est paru là tout récemment chez Urban en 2016, mais qui en fait date d'il y a plus longtemps et qui était un prémisse de Day Tripper. Et puis là, la dernière en date, c'est Comment aborder les filles en soirée, qui est une adaptation d'une nouvelle de Neil Gaiman, qui s'appelle Des choses fragiles en français. Je ne sais pas en anglais le titre. J'ai pas. Il me semble que ça va être adapté au cinéma prochainement. Ça a été adapté. Ah, ça a été adapté pas prochainement. Il me semble que c'était à Cannes. Ah, donc c'est pour ça Cette année, d'accord. Okay. Je me disais qu'il y avait un truc dans l'air, mais je sais plus. Ils avaient fait une montée des marches, habillés tous de manière très bizarre. C'est comme ça que je l'ai découvert, ça a été adapté. Que les gens étaient habillés de tenues complètes bleues, jaunes. Et je me suis dit, c'est quoi ? Et du coup, j'ai découvert que c'était une adaptation de Gaiman. D'accord. Et donc, au milieu de tout ça, il y a eu Day Tripper, donc, dont on va parler, qui a été publié en 2010 sous forme de mini-série aux États-Unis, ce qui est assez étrange parce que c'est pas forcément un comics qui est bien adapté, je trouve, à la mini-série. Par mini-série, tu veux dire que c'est sorti comme c'est sorti sous forme d'issues. D'accord. Ouais. Comme le reste, en fait. Ouais, exactement. Mais c'était un travail un petit peu plus. Ouais, c'est sorti donc chez DC sous le label Vertigo. Mm-hmm. Et en France, c'est sorti en 1 TPB chez Urban en 2012. Voilà. Ça a également remporté l'Eisner Award de la mini-série en 2011. D'accord. Voilà. Donc, pour parler un petit peu de l'histoire, ça va être assez bref parce que l'histoire est assez simple dans son ensemble. Après, dans les détails, ça va un peu plus loin. Mais c'est en gros les différentes vies et les différentes morts d'un jeune aspirant écrivain, journaliste qui, au lieu de vivre de sa passion, travaille pour la rubrique nécrologique d'un journal. Donc ce jeune homme qui s'appelle Brás de Oliva Domingos se laisse aller dans ses rêveries et en fait, au fur et à mesure des chapitres, on apprend ce que sa vie aurait pu être et en même temps on apprend des éléments réels de sa vie. En fait, toute sa vie se construit comme ça au fur et à mesure de chapitres un peu imaginés. On traverse l'enfance, on traverse l'adolescence, l'âge adulte, ensuite la vieillesse. C'est pas du tout fait dans un ordre chronologique, donc c'est pas rébarbatif évidemment. Et puis on y aborde plein de thèmes essentiels. Alors il y a l'amitié avec le personnage de George qui est son meilleur ami, qui est un personnage qui permet aussi d'aborder le thème du racisme dans l'histoire. On y parle beaucoup d'amour aussi, puisque on croise Olinda, une jeune femme avec qui le personnage principal a une aventure, puis Anna, un personnage récurrent qu'on va voir un petit peu dans tous les chapitres à différents moments de sa vie, qui va devenir sa femme. On parle aussi beaucoup de paternité, puisqu'on parle de son père et aussi de son fils. Et on parle évidemment, puisque c'est un des sujets essentiels de l'histoire, de la mort. Donc l'histoire se met en place comme ça, l'air de rien. On passe alors ça commence, le personnage principal a 32 ans, ensuite 21, 41, 11. Enfin, c'est vraiment fait de manière a priori un peu anarchique comme ça au départ, mais ça l'est pas du tout. Le dessin, quant à lui, moi je trouve magnifique et assez simple. Il sert vraiment la mise en avant de l'histoire, comme le découpage, comme les couleurs en fait. Il n'y a rien de trop. C'est fait dans la simplicité, mais c'est fait vraiment pour servir l'histoire. Les couleurs vives et gaies pour la partie sur la jeunesse, plus sombre dans les moments qui sont plus difficiles. Il y a certaines tranches de vie qui sont assez trash quand même. Il y a un chapitre où il part retrouver son meilleur ami qu'il retrouve sur une plage dans un petit cabanon et qui est dans un état assez difficile. Et là, je tairai la fin de cette issue-là, mais c'est assez sombre ce qui s'y passe et la relation qu'ils ont tous les deux à ce moment-là. Enfin voilà, il y a vraiment des choses très sombres. Et puis l'autre thème très important aussi du comics, c'est le Brésil. Et c'est pour ça que je parlais de Détails d'une vie brésilienne tout à l'heure comme un prémisse à ce livre-là. C'est que c'est vraiment un comics brésilien. C'est des auteurs qui parlent de leur pays. Il y a plein de références au Brésil et à Sao Paulo, et notamment au niveau de l'architecture. Il y a c'est tout au début, il y a une issue avec... on voit le théâtre municipal de Sao Paulo.
Et c'est vraiment le théâtre municipal de Sao Paulo. Enfin, il ressemble exactement à ça. Enfin, voilà. Une approximation. Ouais. Et même les rues sont dessinées comme là-bas. Enfin, tout y est assez réel. C'est parce que tu y as été ou... Non, parce que j'ai regardé sur Internet. Je demande. J'aimerais beaucoup, mais il y a plein de détails aussi. Mais enfin voilà, c'est des choses qu'il faut qui se voient au hasard d'une page, mais sur la culture du foot, par exemple, enfin sur des maillots, sur des équipes, des joueurs. Enfin voilà, il y a des choses vraiment qui concernent le pays, et on voit que c'est des amoureux vraiment de la ville de Sao Paulo. Et c'est pas un comics à l'américaine, même si ça a le format d'un comics à l'américaine. C'est vraiment une histoire brésilienne, voilà. Alors pour ne rien gâcher, dans la version française chez Urban, il y a... Ils ont adapté les lieux, et donc ça se passe à Lens. Voilà, exactement. Donc il y a le théâtre municipal de Lens, un très beau théâtre. Et non, il y a surtout une postface de Craig Thompson, celui qui a fait Habibi, qui a fait Blankets, voilà, qui fait une postface dessinée en plus qui est très très belle, et puis une préface de Cyril Pedrosa aussi, qui avait fait un très bel album sur le Portugal. Donc, je pense que c'est pas innocent. Non, ça aurait été un russe, ça aurait été un peu plus bizarre. Voilà, donc c'est vraiment un des plus beaux comics que j'ai lus ces dernières années. Et du coup, vous deux, Hélène. Oh putain. Oh mon Dieu, mais c'est si compliqué. Ah non, il a vraiment du mal. Tu n'as pas idée. Nivrae et Alex, vous avez également lu, vous avez pu lire la totalité de ce roman graphique. Ouais, les 10. Les 10. Est-ce que vous partagez le même enthousiasme que Eva? Alors, Hélène. Pour ma... Vas-y, Alex. Non, Alex d'abord. De toute façon, il n'a pas dit Nivrae, donc on ne sait pas de qui il parle. C'est pas moi. Donc Alex. Alors, pour être tout à fait honnête, les premières pages, j'étais pas du tout dedans. Genre pas du tout. C'était même le contraire. Le train ne me plaisait pas. À la fin... Oui, parce que j'ai plus de pile dans mon micro. Alors Adrien a essayé de couper mon commentaire, mais on n'a pas entendu. Enfin bref. Tout ça pour dire que... oui, donc ça ne me plaisait pas plus que ça. À la fin de l'issue 1, je comprenais pas du tout où on allait. Et là, justement, fin de l'issue 1, je tombe sur une interview de Gabriel Bra et de son frère, donc Fabio Moon, à qui on pose la question de quoi parle Day Tripper, et ils disent de la vie. Alors là, bien sûr, illumination, tout s'explique. Et du coup, moi, ça m'a mis dans une ambiance où, oui, fallait pas attendre un but bien précis. Il y aurait pas une fin bien précise. On allait parler de la vie, de ce qui pourrait se passer, de ce qui va se passer, enfin voilà, c'est vraiment ce qu'ils voulaient mettre en avant, et ça c'était super intéressant. Une chose que j'ai appréciée dans ce récit et dont Eva a pas parlé, c'est que le personnage principal est non, regarde, vas-y, je t'en prie. Le personnage principal. Un regard assassin. Comment ça, je vais parler de quoi? Les nécrologies. Le monsieur a son métier. Ça consiste à faire des petits mots dans les journaux sur les personnes qui sont mortes, qui sont décédées. Et du coup, chaque épisode, chaque issue se termine avec sa nécrologie à lui, avec ce qui s'est passé pendant l'issue. Et c'est à chaque fois, moi je trouvais ça super émouvant à chaque fois. Donc je voulais mettre l'accent dessus. Ça m'a... Et toi, de ton côté, Nivrae? En fait, c'est ça, c'est que en fait, c'est 10 chapitres, 10 âges de sa vie, 10 moments de sa vie, et plus ou moins 10 morts, on dirait, en fait, presque à chaque fin de chapitre. Et du coup, quand tu lis le premier, tu dis, ok, après, ça va parler de quoi? Du coup, tu lis le deuxième, et ça se passe quand il est plus jeune. Et là, ça se finit, tu dis, attends, il y a un truc qui est bizarre. Il va mourir à chaque fois, je comprends pas trop. Et en fait, plus t'avances, et du coup, c'est de plus en plus intéressant parce que tu veux comprendre. Et je suis arrivée au chapitre 8 et j'ai pleuré. C'est la première fois que ça m'arrive. Le chapitre 8 parle de sa femme et de son fils qui l'attendent. Du coup, il y a pas mal d'échanges. Il envoie des messages à sa femme qui sont adorables. Il laisse des petits mots. Enfin, le chapitre est vraiment très touchant. Et j'ai pleuré. C'est la première fois que je pleure en lisant un comics. Wow. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très fort. Et ils sont très doués là-dessus parce que si on me demande de parler des dessins du comics, je saurais pas, je me suis pas du tout attardée sur ça. C'est l'histoire, c'est le personnage. Et le premier chapitre,
j'ai pas forcément dit wow, c'est génial, c'est fantastique, mais c'est en fait en déroulant cette vie, en allant plus jeune, plus vieux, plus jeune, plus vieux, on apprend à connaître les personnages, son meilleur ami où il lui arrive plein de choses et on se dit mince, enfin quand il arrive cette fameuse issue sur la plage, on est terrifié de ce qui se déroule et je trouve ça vraiment très fort. C'est que on nous raconte cette histoire, on tue le personnage, on le ramène à la vie, on te raconte énormément de choses et ça devient hyper attachant et du coup j'ai limite oublié tout le reste, tout le détail autour, les dessins ou quoi que ce soit, mais ça m'a vraiment vraiment touché en tout cas. D'accord. Donc ouais, un récit puissant. Triste par contre, très triste. D'accord. Donc sombre du côté d'Eva. En fait, c'est sombre, mais c'est lumineux à la fois. Enfin, c'est quand même. Non, mais c'est vrai parce que c'est quand même. Il y a une pour moi, il y a une vraie fin. Enfin, c'est pas juste quelque chose qui se passe comme ça. Enfin, vraiment, la 10e issue, pour moi, elle aboutit vraiment à quelque chose et à une compréhension. Déjà pour nous de la globalité de l'histoire et puis pour lui du sens de sa vie aussi. Enfin voilà, donc c'est aussi hyper intense et c'est pas que sombre. Il y a des passages qui sont très sombres parce que forcément il meurt à chaque issue, donc c'est forcément il y en a peut-être une ou deux où ça va. Enfin c'est une mort un peu plus classique, mais les autres forcément. Il y a un effet de surprise qui a disparu après la deuxième fois quoi. Donc c'est dispo en français si je me trompe pas, Eva, parce que c'est sorti il y a un petit moment. Chez Urban, voilà, abonné aux publications DC et Vertigo. Donc voilà, vous trouvez ça en français. Et Alex, excuse-moi. Juste un petit bémol, mais je sais pas s'il y a que moi qui l'ai ressenti. Après, je suis peut-être un petit peu parano, mais j'ai trouvé un petit aspect dérangeant par rapport au traitement du racisme. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que les personnes J'ai trouvé que les personnes de couleur dans cette histoire, c'est pas ceux qui ont les meilleurs rôles. On a le meilleur ami qui, je veux rien spoiler, mais voilà, qui est pas forcément tout le temps glorieux. Et à un moment, on a la femme d'un oncle qui est aussi, c'est les deux seuls personnages noirs. Enfin, soit très foncé, soit noir de l'histoire. Et elle se fait rabrouer de manière super dure et tout. Donc ça, c'est un aspect dérangeant que j'ai trouvé à ce récit, et c'est sans doute le seul, parce que j'ai adoré au final. Mais voilà, je voulais. Est-ce que c'est pas un portrait réaliste ou je sais pas. Je sais qu'au Brésil, qui est dérangeant parce que nous on connaît pas ça. Je sais pas du tout. Mais est-ce que je suis la seule à l'avoir senti déjà? Ça serait bien de le savoir. Moi, j'ai pas eu cette impression-là. Alors, le deuxième personnage dont tu parles, je l'ai pas en tête là à ce moment-là, mais par rapport à son meilleur ami, j'ai plus l'impression que effectivement, il y a des passages qui sont pas glorieux pour ce personnage-là, comme pour d'autres, parce que lui, c'est pareil. Il y a des moments où c'est pas super la joie, mais j'ai l'impression que c'est utilisé justement pour montrer que le racisme est présent au Brésil et voilà, c'est pour le mettre aussi en avant. D'accord. Quelqu'un veut dire quelque chose avant de conclure ? À ce moment-là, nous allons passer à la suite. Donc, vous retrouvez ça en numérique, en physique, en anglais ou en français dans les crèmeries que vous avez l'habitude de s'y fréquenter. Et nous, on va passer à la troisième partie de l'émission. On se retrouve tout de suite pour parler d'animation d'ici. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Ah, je t'emmerde pas. Alors, nous, on fait des efforts pour transiter tranquillement pour qu'il puisse appuyer sur le bouton. Et lui, il nous envoie... Bon, j'avais qu'à mettre mon casque sur les oreilles. De retour dans la troisième partie de cette émission, on va parler d'animation. Il s'agit d'un dessin animé qui s'appelle Teen Titans de Judas, j'arrive pas à prononcer ce mot, Contracts, qui a été mis à disposition en avril 2017 sur les plateformes numériques et également en DVD. Vous pouvez le trouver en France, si je ne me trompe pas, sur iTunes. Et c'est le 28e quand même, 28e de la... 29e. Alors moi j'avais 28.
C'était donc 29. Publication de cet univers qui s'appelle Animated Original Movie chez DC et qui met en scène entre autres les personnages de Damian Wayne, Nightwing, Kid Flash, Bumblebee, Speedy, Beast Boy qu'on a déjà vu avec Starfire d'ailleurs, et un personnage qui à mon expérience, je l'ai pas vu dans ces animations, qui s'appelle Terra, qui a entre autres le pouvoir de manipuler le sol et de faire plein de choses avec qui font mal. En antagoniste, on a un personnage assez connu qui s'appelle Deathstroke, qu'on a vu dans pas mal d'adaptations d'ici à la télévision ces dernières années, dans Arrow, ce genre de choses, et un autre qui s'appelle Brother Blood, qui est le grand antagoniste. Donc cette animation se base sur le comics qui s'appelle pareil, The Judas Contract, qui a été écrit dans les années 90 par Marv Wolfman et illustré par George Perez. Et donc qui reprend dans les très grandes lignes ce qui s'est passé dans le comics. Un petit résumé du début. Donc les Teen Titans, donc c'est cette équipe de cette Justice League light, on va dire, avec des adolescents qui vivent leur adolescence, mais avec leur pouvoir et doivent sauver la Terre et l'univers de menaces diverses, qui doivent arrêter un terroriste, donc celui que je vous ai nommé plus tôt, Brother Blood, qui est le leader d'une secte un peu chelou, et qui a pour but de vouloir récupérer le pouvoir de tous les Teen Titans. Effectivement, s'il les prend tous, il devient juste Dieu, pour devenir le leader tyran de la Terre et de plusieurs dimensions. Pour arriver à ses fins, il fait appel donc à Deathstroke, le tireur d'élite qui est aussi un tueur à gages, pour les espionner, mais j'en dis pas plus parce que quand même, il y a un petit twist auquel on s'attend beaucoup dès le début, mais quand même on vous laisse le découvrir. Alors vous trois, mes petites amies, pas les miennes mais les amis, c'est dur, oh là là, le mec il creuse sa tombe mais jusqu'au bout. Est-ce que dans l'équipe vous aviez déjà vu des films d'ici d'animation? Alors, oui, je plaide coupable parce que je sais que mes camarades, les pauvres, elles ont pas l'air d'avoir kiffé du tout. Je dois avouer que c'est moi qui l'ai proposé. Alors c'est Alex qui parle parce que Eric ne me présente même plus. Non, j'étais en train de finir de mes notes. Alex? Donc oui, c'est moi qui l'ai proposé parce que je les ai tous vus tout simplement. Moi je suis du genre à prendre mon petit déjeuner devant les dessins animés de France 3. J'adore. France Télévision. Non, c'est France 4 d'ailleurs. Toutes les chaînes pour enfants. Voilà, exactement. Mais du coup, quand je n'avais pas vu Judas Contract d'ailleurs, qui est la suite, c'est la directe suite du film qui a été chroniqué dans la 44 par l'équipe. C'est Justice League versus Teen Titans. Et ça a été défoncé par l'équipe. Mais bon, et toi, t'as kiffé rien. Non, mais moi je dis plus rien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je suis une grande addict et adepte, je les regarde tous. Après, je les aime tous plus ou moins, il y en a que j'ai surkiffé. Mais comme je ne lis pas de DC, en fait, on va dire que ma culture DC vient essentiellement de ces dessins animés. Donc je les remercie. En même temps, je pense que c'est ce qu'ils essaient à peu près de faire, c'est de condenser 75 ans de publication dans des choses qui sont un peu plus digestes. Parfois, il faut s'éloigner du matériel original, mais parfois ça marche aussi. Et là, ils fêtent leur 10e anniversaire avec un 30e film. C'est pour ça que je suis sûre que c'est le 29e. D'accord. Parce que le 30e arrive. Tu l'as vu aussi, Hélène Nivré? Tu l'as pas vu? Tu l'as vu? J'ai regardé juste le film et moi je connais très 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 mal l'univers d'ici. J'avais jamais vu un film Teen Titans. Mais de toute façon, on fait pas de comparaison avec le matériel original ou même les autres films Teen Titans. Mais en fait, c'est exactement la même chose que le Young Universe chez Marvel. Je les connais pas beaucoup. Ouais. Donc du coup, comme je fais toujours gentiment quand j'ai un nouveau truc comme ça, c'est que j'ouvre Wikipédia à côté et je fais alors attends, lui c'est Robin, ça va. Alors ça c'est Blue Beetle, qui c'est ça? Voilà, donc... Toi t'as pas joué à Injustice, toi? Injustice 2. J'ai pas joué aux deux, non. Et du coup, effectivement, à chaque fois c'est un peu laborieux quand je dois rentrer dans un univers comme ça, mais du coup, je me suis fait un peu les fiches de tout le monde, savoir qui était quoi. Du coup, j'ai aussi découvert en chemin que la voix de Terra, c'était Christina Ricci, ce que je trouve super cool.
Et voilà, mais non, j'étais très peu familière de cet univers. Et du coup, Eva. Oui, à peu près la même chose, puisque moi je suis pas non plus une grande connaisseuse de DC. Et du coup, je connais pas du tout les Teen Titans. J'ai pas cherché à savoir qui ils étaient. J'ai pris ça comme ça venait. Hein. J'ai regardé ça en déjeunant. J'avais un très bon sandwich au falafel, donc ça passait très bien. Mais en fait, Alex dit qu'on n'a pas du tout aimé et j'irai pas jusque là. Franchement, j'ai regardé, c'était pas désagréable, c'était pas si pire en fait. C'était un peu, voilà, je me suis pas particulièrement ennuyée. J'ai regardé ça en faisant un peu autre chose, j'avoue quand même. Bon après c'est le classique sur l'acceptation, la trahison, l'amitié, enfin voilà, un truc alors un truc à la fois pour les enfants et en même temps je me suis demandé à qui ça s'adressait vraiment parce qu'il y a un truc qui m'a surpris. Ouais, vas-y, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui m'ont surpris. Hein. Si tu penses ce que je m'attendais pas du tout à ça. Il y a des blagues de cul absolument tout le temps. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. En même temps, après, c'est un truc d'ado, donc effectivement, c'est toujours sur les relations amoureuses, sur la sexualité, enfin, c'est pas étonnant du coup que ça vienne sur le tapis, mais du coup, je me dis, c'est pour qui alors? C'est pour moi, je crois. C'est vrai que c'est surprenant les blagues un peu sexuelles. Non, mais elles sont pas un peu, elles sont ouvertement sexuelles. La première qui arrive avec dans quelle position ils étaient la dernière fois. Là, je m'y attendais vraiment pareil, pas. Quand ça parle de la durée de l'acte, de l'acte. Ils étaient là un peu genre, mais enfin, il faut qu'ils arrêtent. Ça devient un peu gênant quand même. Et puis les relations avec des hommes âgés, des adolescents. Oui, puis c'est un peu des enfants quand même tous. Ils parlent de ça entre des enfants. C'est pas Young Adult Titles ou. Ouais, mais enfin, Adult Titans. Ils ont tous l'air d'avoir 10 ans, mis à part. Ouais, le plus petit, c'est Damien. Excuse-moi, le gars, il a défoncé des gens. On s'en fout, quoi. Damien, ça a jamais été un enfant. Hein. Il est né, il avait déjà 35 ans. Il était plus vieux que son père. Et les autres, c'était des ados, donc c'est des ados. Quand ça commence, ça m'avait un petit peu marqué parce que je connaissais pas trop le personnage de Starfire et en fait quand elle arrive, elle embrasse Robin si je me trompe pas parce que ça lui elle lui tombe dessus. Non mais elle l'embrasse parce qu'en fait ça lui permet d'apprendre du coup la langue et je me suis dit mais c'est quoi ce truc et du coup j'ai cherché si effectivement ça existait, je vais retrouver la page du comics qui montre effectivement qu'elle l'embrasse et déjà ce personnage me paraissait bizarre. Donc c'est parce que au début du film il y a toute une intro sur la présentation et l'arrivée de Starfire dans l'équipe. Oui, c'est un flashback. Voilà, une sorte de flashback, c'était 3 ans avant, il me semble. 5 ans, 5 ans peut-être, ouais. Et oui, qui explique la formation de l'équipe. D'ailleurs, c'est apparemment, si j'ai bien compris, parce que moi, ce que je n'avais pas du tout compris sur cet univers animé-là, c'est que c'était en fait une série. Enfin, fallait le voir comme une progression chronologique des personnages. Et donc, ce 5 ans auparavant, ça rentre totalement dans la ligne la ligne de temps des parutions d'ici, en tout cas en termes d'animation, pour que justement les spectateurs s'y retrouvent. Parce que justement, dans le dernier Teen Titans, Starfire est déjà là. Est déjà bien établi comme personnage, Nightwing aussi, il y a déjà un début de relation entre les deux et du coup c'est vrai que ceci explique cela, on voit que la relation a évolué, que voilà, une espèce de déclaration pour vivre ensemble avec tous les innuendos sexuels qu'il y a autour entre eux, et ben ça passe un peu mieux parce qu'on sait ce qui s'est passé avant. Donc effectivement c'est un film, c'est pour les plus jeunes, hein, donc quand on enlève ces fameuses blagues, mais elle est dans une série, donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments, franchement, par rapport à leur relation passée des personnages dans l'équipe des Teen Titans, qui parfois demandent une référence à un autre film. Et c'est ce qui se passe avec l'antagoniste, un des antagonistes qui fait référence à quelque chose qui s'est passé dans un autre film que j'ai pas vu, où il y aurait une trahison entre Damien Wayne et quelqu'un d'autre, j'en dis pas plus, mais qui justifierait les exactions du méchant. Mais toi qui les as tous vus au petit-déj, tu dois savoir. Oui, exactement. Ouais. Mais du coup, si, c'est vrai qu'il y en a qui se suivent et qui donc font partie de la même temporalité. C'est pas le cas pour tous. Hein. C'est pas les 29 sont pas du tout Enfin, il y en a comme Killing Joke qui ont rien à voir. Quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai l'impression que depuis que Damien est arrivé, en tout cas, parce qu'il y a un arc qui s'appelle Son of Batman, qui avec l'arrivée de Damien dans les Animates, et depuis là, j'ai l'impression que c'est plutôt récurrent d'avoir
une chronologie et puis des références aux anciens. Ouais, vraiment construire un univers, mais bien établi. Après, c'est vrai que moi, mon avis sur le film, je l'ai pas détesté non plus. C'est un petit peu comme Eva, je l'ai regardé en mangeant. Et heureusement que je mangeais, parce que je pense que sinon, j'aurais eu du mal à rester fixé dessus, quoi. C'est pas mauvais, mais ça me marquera pas. Je pense que je l'aurais assez vite oublié. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que je trouve que le personnage de Robin et celui de Raven, ils étaient vachement intéressants, mais pas assez exploités. Mais par contre, le reste de l'histoire autour, le twist, je sais pas si on peut appeler ça un twist. Mais c'est complètement un twist. Il y a 14 twists dans ce truc et c'est. Mais je l'ai trop pas vu venir, moi, personne. Sérieuse ? Il y a le titre. Non, attendez, il y a le titre. C'est vrai, en train de mourir de rire. Mais il y a le titre du film. Je savais que ça s'appelle Judas Contract. Hein. Un peu de culture, on sait qui est Judas. Voilà, quelqu'un va trahir. Trahison, quelqu'un va trahir. On est d'accord. Mais j'ai même pas fait le lien avec le titre en plus. Ah, d'accord. Oui, j'entendais avoir Jésus. Okay. Tout. Ah, ouais. Non, parce que justement, j'étais en train de me dire, mais en fait, je comprends pas pourquoi c'est ce titre-là. Mais ça y est, du coup, j'ai compris. Je suis désolée. Mais il faut faire un effort aussi, là, quand même. Et du coup, non, mais moi, je savais que quelqu'un allait trahir, mais avec tout ce qui se passe, et on va pas en dire beaucoup plus, parce que je suis sûre que des auditeurs doivent regarder, je suis pas toute seule. Tu vois la première scène, je pense que tu peux imaginer la fin du film. Hein. Mais arrêtez, mais trop pas. Mais absolument pas. Mais moi, c'est pas. Je ne pensais pas que la trahison viendrait de ce personnage comme ça. Et du coup, moi, ça m'a fait un petit twist. J'étais contente de la voir. J'étais là, mais what ? Et du coup, Il faudrait vraiment que vous ayez la vidéo parce qu'en fait, il y a Alex qui parle et visiblement tout le monde se moque. Mais non, mais trop pas. Je sais pas pourquoi j'ai mis cet accent-là dans ma façon de parler. Zéphiriel, je pense que t'es la seule personne qui pourrait me sauver. Donc la prochaine fois, on chronique ensemble. Non, mais non. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai regardé en 1x6 parce que j'avais pas le temps, il fallait que j'aille au boulot. Mais et franchement, c'est totalement compréhensible. Et je trouve que l'animation est encore plus. Enfin, je trouve qu'elle est un peu plus mise en avant grâce à cette vitesse-là. Mais non, mais pour le coup, franchement, je te jure, regarde-le en x6, tu vas voir, l'animation est quand même un peu moins saccadée. Je te jure. Non, mais c'est quand même une adaptation. Enfin, moi, j'ai pas lu le comics original, je pense comme pas mal d'ici, de gens ici. Mais c'est quand même une adaptation sympa, bien meilleure que ce qu'on a pu avoir avec Teen Titans, dans laquelle on explore en profondeur les origines de Raven. Oui. Et la relation justement avec Damian Wayne. Ça m'intéressera beaucoup plus. Et du coup, sans mentir, et je pense que j'ai pas eu l'occasion de le dire la dernière fois, mais Raven, ce personnage m'a été bien intrigué à cause du film, mais mal exécuté. Mais du coup, c'est l'un des personnages qui est traité le plus en adulte. La fille, elle est complètement blasée. Enfin, c'est Raven. Comme quoi. Damien, elle a vu parler. Non, mais Damien, t'as envie de le claquer, donc c'est marrant. Et puis il est imbu de lui-même, donc c'est marrant. Alors que Raven, c'est juste qu'elle est blasée par sa vie, et puis elle a toujours été. Enfin, je me base toujours sur les animés. Hein. Ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Mais par rapport à tout ce que j'ai vu sur Raven, elle a toujours été, même dans Titango, là. Enfin, je veux dire, c'est un dessin animé. La fille, elle parle comme ça, et puis c'est très lent, et puis. Enfin, tu vois, c'est Raven. Elle est triste. Oui, elle est un peu triste. Mais son père, c'est un démon, quoi, wesh. Donc voilà. Mais en tout cas, dans la 44, moi j'ai entendu, parce que je l'ai réécouté celle-là avant de venir. Donc. Elle a les dossiers et les archives. Du coup, je l'ai réentendu et c'est Eric qui disait on prend les gosses pour des cons et tout et tout. Et moi je trouve pas, il y a des trucs téléphonés dont un personnage qui s'en tire miraculeusement, franchement c'est de la merde. Bon, il se fait tirer dessus et il s'en tire. Ah oui, ça. Il devrait pas. Je suis pas mort. C'est ça. Mais et du coup et clairement c'est téléphoné, mais en fait c'est un dessin animé. Oui, on s'en fout de savoir pourquoi. C'est pour ça que je le recommande quand même. Ah d'accord, très bien. C'est beau de si voir tu le comme recommandes, tu j'arrête là. Je le recommande quand même. C'est pas du tout un mauvais truc. Je pense que une majorité, hein, j'ai pas dit tout le monde, de personnes qui sont de notre génération ne verraient pas 100% de l'intérêt de ça. T'as vu comment je marche sur des œufs? C'est pas faux. Je vais insulter personne. Après, il y a une petite note d'émotion à la fin qui était pas mal gérée. Où j'étais un peu étonnée en fait. Franchement, c'est ce qui m'a le plus surpris. Suivant tout le déroulé du truc, je m'attendais pas à ce qu'il y ait l'émotion à la fin et que ça marche. Je me suis dit, ok, bon. Tu parles une de fin pas l'apparition si de Kevin évidente. Spoiler, il y a Kevin Smith dans le. Ah oui, c'est vrai ça. Donc, Kevin Smith écrit des épisodes de Flash et existe aussi dans le DC Universe. Deal with it. Il est partout, le gars. Il est partout. Mais voilà, il y a une fin pas si évidente que ça. Moi, je trouve pas ça si téléphonique. Non, la fin est pas mal. Ouais, quelque chose à ajouter avant de conclure? Non, pas particulièrement. Alors, à ce moment-là. fait 3 fois. Qu'on veut conclure ce truc? Non, que t'arrives pas à faire conclure des gens. Ok. C'est la fin de cette émission.
Ok. C'était le 76e épisode de Comics Outcast, toujours en compagnie de nos 3 chroniqueuses à qui on va dire au revoir et merci. On va se dire au revoir à Eva. Au revoir. À bientôt. On te retrouve où ? Dans le dernier page des libraires qui vient de sortir sur tous les titres de l'été à lire. C'est vrai que toi, t'as un statut de star, de pop star libraire. Oui, d'ailleurs, il y a des étoiles derrière moi, comme ça. Rose avec des bunnycorns. Exactement. Parfait. J'ouvre des portails. On sera trop Avec des bunnycorns. Bah oui, forcément. C'est la nouvelle mascotte. Je vais demander à Ben d'en rajouter un. Non, c'est trop tard. On va dire au revoir à Alex. Bye. Ça va être... Non, mais j'ai fait exprès. Où est-ce qu'on te retrouve ? Sur Twitter, Just Ouais. Allez, toujours. D'accord, de toute façon, nous, on vous met les informations sur la page de Radio Kawa, pardon. Et on va dire au revoir à Nivrae. T'as vu ? Et t'as réussi. J'ai réfléchi longtemps avant de le dire. Au revoir. Où est-ce qu'on te retrouve ? Partout sur Internet, sur @Nivrae, Sur CNN. sur le podcast dans les fake Netflixers, news. sur le podcast Minicast de Pras. Et ouais, non, partout sur le @Nivrae. D'accord. Et moi, Adrien, le réalisateur star. Oui, au revoir. On te retrouve où ? Adrien Rosé ? Sur Adrien Rosé. C'est parfait. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines, le 24 juillet 2017, au cœur de l'été et de la chaleur, pour parler de plein de choses. On a fait on a des titres dont on va vous parler très prochainement. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Bye. Il fait chaud. Non, il fait chaud. Je vais me lever là.